Bonsoir les amis, je reviens vous voir pour vous faire un petit coucou et puis pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Ce qu'on peut voir, un peu les infos, un peu loufoques, ce qui se passe, les lois en préparation, les déclarations des uns, des autres, voilà, un petit bilan on va dire. Alors on va commencer par le plus croustillant, c'est ce fameux état d'urgence, celui qu'on nous a planté comme un poignard dans le dos et qu'on essaye, mais en déployant des énergies incroyables et des trésors d'ingéniosité, surtout de la part de nos hommes politiques, je vais vous expliquer comment après, on essaye de nous le planter jusqu'à ce que Daesh soit éliminé. Quoi. Donc Daesh soit éliminé. Alors déjà le concept Daesh par lui-même, on ne voit pas trop ce que c'est. Il y en a qui disent que c'est l'Arabie Saoudite et nous qui l'avons créé. Donc je ne vois pas comment on pourrait être soumis à une urgence par rapport à quelque chose qu'on aurait créé. Enfin, il y a une mère poule, elle ne retrouverait pas ses petits dans tout ce bordel. Mais la ligne générale de la chose, c'est que les gens viennent nous expliquer tout ça, mais le sourire aux lèvres et l'esprit convaincu de ce qu'ils disent. Par exemple, comme Valls qui nous dit on ira en état d'urgence tant qu'on n'aura pas éliminé Daesh. Bon, il ne le dit pas en France, ça, il le dit à la BBC, hein, parce qu'il sait très bien qu'à l'endroit où il est, s'il dit ça, il va prendre des tomates, des bananes, des choux-fleurs sur la tête, parce que le mec, il est fou. L'état d'urgence, il va durer jusqu'à ce que Daesh il soit démoli. Mais Daesh, c'est nous qui l'avons créé. Je ne comprends pas très bien. Ça revient un peu à dire on ne sortira pas tant que les ennemis n'auront pas détruit la porte. Mais les ennemis, c'est nous. On a juste à la pousser, la porte. On n'a pas besoin de la détruire. Enfin, c'est un truc, c'est bizarre. Voilà. Donc, dans tous les cas, ils avaient prévu de le garder jusqu'à la fin du mois de février, ce putain d'état d'urgence. Et là, ils vont nous le faire en suppositoire géant et on va se le coller jusqu'à ce qu'ils attrapent Daesh. Alors, quand on voit que dans tout ce bordel, les Russes, eux, bombardent réellement Daesh. Nous, les Français, on bombarde Daesh, mais nos avions, ils ont tendance à bombarder la Syrie. Ils doivent faire des erreurs de cap, des erreurs d'identification. Enfin, je sais pas. La guerre, moi, je cherche même plus à comprendre. J'arrive pas à saisir le fin mot de cette histoire, parce qu'on nous explique des choses, mais on voit rien. Et quand on nous montre des choses, on nous dit après, c'est faux. Bon. C'est pour ça, l'état d'urgence, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Alors cet état d'urgence, il va permettre quoi? Il va permettre d'empêcher les grandes manifestations. Ça, c'est pas un mal, parce que depuis le temps que je le répète et que je le dis, c'est pas la peine de sortir dans les rues manifester, sauf si vous voulez vous faire tirer dans le cul. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ceux qui font une carence en pruneaux dans les miches, allez au milieu de la rue, manifester, crier que vous voulez le gouvernement, ceci, cela, et vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous aurez votre petit alcool de prune, comme tout le monde. Donc, on remarque que cet état d'urgence, c'est quelque chose qui va perdurer, ça va devenir un état permanent. Et ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure, moi j'entends parler les gens, je vois les gens qui s'éveillent petit à petit, je discute avec des personnes sur des forums, sur des salles de conférences privées où on parle un peu de ce qui se passe ailleurs, tout ça. Et on se rend compte que quoi? On se rend compte que notre société, c'est une société où il y a du pognon. Nos hommes politiques viennent encore de verser 2,5 milliards pour le chômage. Je ne sais pas où ils vont aller. J'ai fait la subdivision sur 60 millions de Français. Ça fait en gros, ça fait 0,35 euros par personne. Il ne s'agirait pas de les redistribuer, mais je me demande où ils vont aller encore ces sous. Certainement dans la poche des patrons à qui on va exonérer, à qui on va donner des... Bon, 10 milliards par an à la sécurité sociale, que les administrations ne rendent pas, vos propres cotisations, que vous payez, qui sont retirées sur vos fiches de paye, et que la régie des tabacs, la régie des alcools, les administrations, les impôts, les chemins de fer, les transports en commun, tout ça, eux, dans le cadre de votre activité professionnelle, vous versez des cotisations sécurité sociale que eux sont censés reverser à la Sécu. Or, nous, on les verse, mais eux ne les reversent pas. Résultat des courses, 10 milliards d'euros de dette, la Sécu. On fait le calcul sur ce qu'ils ne reversent pas, les administrations, la régie des tabacs, je l'ai dit, ça fait une somme à peu près de 10 milliards d'euros. Donc ça revient à dire que si on récupérait l'argent, notre argent qu'on verse, et que eux nous volent, on pourrait en 2 ans avoir une sécurité sociale excédentaire. Ça, c'est déjà un des aspects économiques qu'on ne vous explique pas. Mais ça commence à tourner sur les réseaux.
De la même façon que les gens vous disent il y a 5 millions de chômeurs en France, tous chiffres confondus. C'est faux, on est 10 millions. Entre le RSA, les emplois précaires, les intérimaires, on est 10 millions de personnes. Et ces 10 millions de personnes, malgré tout, elles payent des taxes, elles payent des redevances, elles payent quasiment la même chose. Et c'est à eux qu'on va aller rogner. On veut lever la fiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'est le gros Macron, le gros con de Macron qui a dit ça. Le MEDEF, ils veulent supprimer les contrats à durée indéterminée pour avoir une souplesse d'embauche, pour pouvoir mieux embaucher. Ce qu'ils ne nous expliquent pas, c'est qu'ils embauchent déjà pas avec toute la souplesse qu'ils ont. Si on leur file celle-là de souplesse, ils vont devenir tellement souples qu'ils vont nous éjecter. Et il n'y a plus personne qui pourra travailler. Et on ira chercher de la main-d'œuvre à 3 sous, 4 misères pour faire travailler des gens 3 heures par ici, 4 heures par là. Bon. Ça, c'est encore un autre aspect de la chose. Allez, ensuite, d'autre part, on a le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement de l'État, c'est le Parlement, c'est le Sénat, c'est l'Élysée. Ça nous coûte 2,5 milliards d'euros par an. 10 milliards la Sécu. 2,5 milliards, ça fait 12,5 milliards qui partent en fumée, rien que pour un appareil d'État qui ne comprend même pas 100 000 personnes. Même pas. Ça nous coûte ça, 12,5 milliards d'euros par an. Ensuite, il faut savoir que la France vit à crédit à partir d'un certain temps. Elle a un budget qu'elle boucle avec notre pognon, et quand elle en a plus de ce pognon, eh ben, là, cette année, par exemple, c'est arrivé dans la première semaine de novembre, l'État n'a plus de pognon, ils empruntent. Alors il faut savoir comment ça se passe. Il y a des mecs qui sont dans une pièce, ils sont 40, avec des téléphones, et ils appellent. Allô, on a besoin de sous. Combien il vous faut? Il nous faut tant. Combien de taux d'intérêt? Ouais, c'est bon, allez hop. Et les taux d'intérêt qui sont négociés, ils sont négociés sur notre argent. C'est nous qui les payons, et c'est eux qui les encaissent. Parce que le pognon qu'eux font rentrer dans l'État, c'est nous qui allons le payer. Mais c'est eux qui l'encaissent. Et on ne sait pas où il va, ce pognon. Parce que moi, je me suis laissé dire que les chiffres qu'on nous donne en ce qui concerne le PIB, les chiffres qu'on nous donne en ce qui concerne les déficits d'État, les chiffres qu'on nous donne en ce qui concerne les fonctionnements d'État, ils sont complètement faux. Parce que il me semble que si les gens avaient réellement les vrais chiffres, et je ne vais pas, moi, là, me faire le porte-parole de ce que j'ai entendu, et je ne vais pas les révéler, mais c'est quelque chose qui vous mettrait la tête à l'envers. Le robinet de l'argent, comme on dit, devrait couler, avec l'argent qui rentre en France, devrait couler comme l'eau du robinet. Voilà, vous devriez ouvrir le robinet de l'argent comme vous ouvrez l'eau du robinet. Et ça devrait vous coûter la même chose. Alors, il faut savoir que j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui était dans la finance et qui m'expliquait le modèle suisse. Alors, le modèle suisse, il est simple. En Suisse, ils sont en train d'amender une loi. Ils se battent pour la faire passer. C'est que le revenu de base qu'ils ont déjà depuis des années, de 2500 francs suisses du premier jour de la naissance jusqu'au jour de votre mort, mais qui touche ce revenu soumis à une condition, c'est la condition de ne pas travailler. C'est-à-dire que, essayez de faire une projection, en Suisse, une famille d'un couple, père, mère et 2 enfants, touche 10 000 francs suisses par mois. La condition qu'on leur donne pour pouvoir toucher cet argent, c'est de ne pas aller bosser. Vous avez bien entendu, de ne pas aller bosser. Eh bien, ils ne sont pas contents. Ils veulent ce revenu sans condition. C'est-à-dire que les gens qui pourront toucher ça doivent pouvoir aller bosser et créer leur propre emploi et faire ce qu'ils ont envie, du bénévolat, créer des associations, aller aider les gens, faire des travaux, même des travaux lourds de construction, si ça, il y en a que ça amuse. Ils veulent avoir le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils en sont là. Nous, on en est où par rapport à ça? On en est à 3 jours en arrière, où il y a 2 amendements qui ont été présentés à l'Assemblée nationale pour essayer d'inscrire une loi dans le cadre du revenu de base, et pour pouvoir l'accepter. Ça a été refusé. Parce qu'en France, quand on entend parler de noces arrangées ailleurs, et que le peuple a réussi à l'attraper, qu'est-ce qu'on fait? Aux Français, on leur fait comme on fait aux chiens. On leur met l'os devant le nez, comme ça. Chop Yuki, chop l'os, chop l'os. Et nous, bons Français, on essaye d'attraper l'os. Mais hop, au dernier moment, boum, 2 amendements, ils le retirent. Ah, on l'a vu, l'os, il existe. Mais bon, on ne mordra pas dedans. Enfin, pas encore. Pas demain, en tout cas. Il n'y a pas d'informations pour le lendemain non plus. Donc voilà, comme ça se passe en France. Les gens, ils viennent, ils vous disent oui, on pourrait faire pareil. Alors c'est histoire de calmer le peuple.
Alors qu'en fait, c'est les rois des cons, parce qu'ils parlent d'un revenu de base de 800 euros. Si demain, ils plantent un revenu de 800 euros de base pour tout le monde, du premier jour de vie jusqu'à la fin, ils font fermer leur gueule aux gens pendant 20 siècles. Et en plus de ça, en faisant ça, ça va leur permettre de quoi? De détricoter la sécurité sociale, de la vendre en petits morceaux au lobby pharmaceutique, de détricoter l'éducation nationale, de la vendre en petits morceaux. C'est déjà commencé. Notre ami Najat Vallaud-Belkacem vient de signer un contrat avec Microsoft, à savoir que tout ce qui concernera l'informatique dans l'éducation de nos enfants sera géré par Microsoft. Alors, avant, on achetait des livres. C'était des livres dans des librairies françaises, Nathan, Hachette, Flammarion. Maintenant, si on apprend à vos enfants à se servir d'un logiciel, il va falloir le payer parce qu'il sera estampillé Microsoft. Et que Microsoft, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une association à but non lucratif et elle ne fait pas du bénévolat. Elle va nous les faire payer. On a signé un contrat. C'est eux qui vont venir s'occuper du matériel. Quand on vous dira il faut acheter tel logiciel, eh ben vous serez obligé de l'acheter parce que ça sera comme les livres d'école. C'est pas grave. On ne peut pas faire les choses, nous, chez nous. Non, on n'a pas de logiciel. On n'est pas capable de faire des logiciels qui pourraient enseigner à nos enfants comment se servir des ordinateurs et avoir une nouvelle méthode de travail, plutôt que d'avoir encore des cahiers avec des stylos, rentrer enfin dans le XXe siècle, parce qu'on est dans le XXIe. Mais non, au lieu de le faire nous-mêmes, on va chercher les Américains. Et on leur dit, voilà, on vous signe un chèque en blanc, vous faites comme vous voulez. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et ils vont nous planter. Et nous, pauvres pommes, quand on va arriver en début d'année et qu'on va nous dire les fournitures scolaires, ah ben les fournitures scolaires, il faut que vous achetiez la licence du Microsoft ceci, parce que pour toute l'année, il va falloir avoir, et ainsi de suite. Et vous allez raquer. Et vous allez raquer pour l'éducation de vos enfants, mais non pas dans un appareil administratif et d'État qui redistribue ce que vous versez. Non, vous allez raquer pour une société multinationale qui fait déjà des milliards de bénéfices et qui reverse des milliards de dividendes à ses actionnaires. Donc, en éduquant vos enfants et en jouant ce jeu-là, vous allez continuer à engraisser les actionnaires. Alors, vous les engraissez déjà parce que la plupart des sociétés où vous travaillez, en dehors des sociétés, vraiment, enfin même pas des sociétés, en dehors des administrations, toutes les autres sociétés sont plus ou moins liées avec des multinationales et des lobbies, quel que soit le secteur d'activité. Quand vous travaillez dans les grandes surfaces, quand vous travaillez dans les entreprises de comptabilité, quand vous travaillez dans les grands groupes industriels, vous êtes automatiquement en bout de chaîne la personne à qui le pognon qu'on prend pour le travail, ce que vous avez fourni, ce qu'on vous rémunère pour faire ça, le pognon qu'on vous prend à côté et qu'on reverse aux actionnaires, c'est votre sang et votre sueur. Eh bien, c'est déjà le cas pour vos entreprises, c'est déjà le cas pour votre santé, ça va bientôt être le cas pour l'éducation de vos enfants. Je ne parle pas de vos voitures, puisque c'est déjà le cas aussi. Je ne parle pas de vos habits, puisque c'est déjà le cas aussi. Je ne parle même pas de vos intérieurs, puisque c'est déjà le cas aussi. Enfin, je me demande bien à quel moment, quand on sort 1 euro pour consommer dans cette société, ou quand on produit 1 euro, si réellement il reste dans le pays, ou s'il part directement dans la poche d'un enculé qui est à 3000 km en train de se faire dorer la pilule sur une plage, sur notre compte. Voilà, c'est la question que je me pose. J'essaye de trouver des secteurs d'activité où ça n'existe pas, mais même l'État, sachant que les sociétés qui gèrent les radars, ce sont des sociétés privées, donc les amendes que vous payez, une partie est reversée au fonctionnement, moyennant bien entendu bénéfice. Comme d'habitude, personne ne fait rien pour rien, pas des sociétés privées qui viennent gérer un parc de radars, qui je ne sais pas combien de milliers de postes est installé sur le territoire, et ce n'est pas la France qui gère ça. C'est des sociétés privées. Quand vous payez 130 euros pour une amende parce que vous avez fait un excès de vitesse, il y en a les 2 tiers qui sont reversés à la société, et pour la location des radars, et pour le fonctionnement et la mise en service et le fonctionnement judiciaire. C'est-à-dire que ils ne s'occupent même plus de faire les PV. Ils tamponnent. Voilà. Boum. Et ils vous envoient le PV à payer. Et jusqu'à preuve du contraire, les amendes qui sont prises à travers les radars, il y a beaucoup de gens qui essayent de contester. Bizarrement, dans le droit français, on peut tout contester, sauf les amendes pour les radars. Ah non, on ne peut pas contester, là. Déconnez pas, les gars. Il faut payer les mecs qui gèrent les radars. Là, vous ne pouvez rien dire. Si c'était l'État, on pourrait discuter. Mais là, c'est les sociétés privées, il faut bâcher, les gars. L'école, Microsoft, il faut bâcher. Les laboratoires pharmaceutiques, il faut bâcher. Jusqu'à quand on va bâcher? Pour les uns, pour les autres, pour payer les vacances aux uns. Pourquoi il y a des gens qui te disent, moi, le travail que je fournis, et la seule chose qu'ils font, c'est jouer au golf et fumer des cigares à l'autre bout de la planète, en disant, oui, non, mais attention, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'il faudrait qu'on baisse les salaires pour pouvoir augmenter les productivités. Je ne sais pas comment ils veulent faire.
pas payer les mecs et les faire travailler plus, c'est ça qu'ils ont dans la tête. Plus payer les gens et les faire travailler. C'est de l'esclavagisme, ni plus ni moins. Et nous, on plonge parce que dans les sociétés où on vit, on a peur de notre emploi. Pourquoi les SDF sont encore dans les rues? Quand vous voyez un SDF en bas de chez vous, vous pouvez faire la projection de ce que vous pourriez être vous. Et vous avez tellement peur de devenir ça que vous cravachez, vous faites ce qu'on vous dit, vous réfléchissez même pas. L'image du SDF. Voilà pourquoi on les laisse dans les rues. Parce que si on devait les sortir, au passage, il y en a 66 qui sont morts depuis le début de l'année. 66 qui sont morts, c'est un chiffre symbolique parce qu'il y a 66 000 réfugiés qui sont venus en Europe. On en est à 66. C'est-à-dire que dans cette population-là de réfugiés qui ont traversé la mer, qui ont eu des écueils, qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés dans des camps de regroupement, ils sont arrivés à 66 000, il n'en est pas mort un seul. Et nous, depuis le début de l'année, les mecs qui vivent dehors, il en est mort 66. Voilà. Donc c'est pour vous faire un petit parallèle. Alors, je ne sais pas comment il va falloir faire ça. Moi, je pense, et je le dis, que la manifestation, il y a le 30 janvier une manifestation pour l'état d'urgence, pour faire arrêter l'état d'urgence. Je ne vois pas bien ce que ça va faire. Après, je veux dire, si vous êtes 10 millions à descendre dans les rues, c'est sûr qu'il va y avoir la pétoche. Mais alors, si vous êtes 10 millions à descendre dans les rues ce jour-là, allez jusqu'à l'Élysée et foutez-les dehors. Faites-moi plaisir. Parce que si vous êtes 10 millions, je descends moi aussi. 10 millions et un sera pour aller les jeter dehors. Mais ce jour-là, il ne faudra pas se dégonfler. Voilà, petit bilan de début d'année, on est dans la merde, mais dans la grosse merde. C'est un gros sandwich à la merde et tout le monde va s'en taper une grosse bouchée. Alors je vous souhaite un bon appétit. Au passage, pour tout ce qui est en préparation, n'oubliez pas de vous munir de votre vaseline. Hein, pendez-vous là autour du cou, hein, parce que bientôt il va falloir s'entartiner le cul toutes les 10 minutes. Je vous dis à bientôt, je vais revenir. Là, je suis très calme parce que je bosse comme un dingue et je suis débordé. Malheureusement, il y a des gens qui ont du travail. Enfin, malheureusement, je veux dire, je ne vais pas avoir honte de bosser. Mais je veux dire, quand je vois certaines personnes pas très loin de l'endroit où je bosse, je me dis que je suis un privilégié et que j'ai de la chance. Voilà. À bientôt. Je vous aime tous.